comment tu passes de l'école des cadres à copilote à patron de Ferrari. Enfin, tout ça me semble assez irréel. Dans la vie, il y a tout le temps un destin qui peut être favorable ou défavorable, mais on récolte le fruit de son travail. En compétition automobile, justement, c'est tellement compétitif que si on veut gagner, il faut à tous les niveaux avoir les meilleurs. Ne pas être pilote, c'est un échec ? Absolument pas. On peut toujours mieux faire. Mais par contre, ça use, ça fatigue, ça mange cette volonté de mieux faire. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On est prêt pour l'intervention. Voilà, ce sera les premières paroles de l'intervention. Avec Jean Todt, je suis super content. Alors, c'est un truc quand même, pour moi, qui remonte assez loin. Je suis un fan de sport automobile, je dirais de manière innée presque. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui était très fréquent dans ma famille et c'est un truc que j'ai commencé à aimer seul, tu vois, dans les années 80, à regarder des grands prix, à me lever pour regarder Suzuka. T'étais jeune alors ? J'étais jeune, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, et je me levais pour regarder Suzuka, qui était généralement en fin de saison, ça doit être toujours le cas, mais c'est souvent le dernier Grand Prix, donc il y avait des enjeux. Et je me régalais, puis je me souviens de toi, de Peugeot. Alors c'était Peugeot Talbot Sport ou Peugeot, il y avait Peugeot Talbot Sport. Voilà, Peugeot Talbot, et il y avait les équipes du Dakar et du WRC, c'était pas les mêmes, hein, il y avait Vatanen, il y avait toutes ces la 405 etc. Ça, je sais pas si t'as bossé là-dessus. Non, enfin à l'époque c'était pas le WRC, c'est le championnat du monde des rallyes. Ouais. Et puis à côté de ça, il y avait les rallyes raids, et puis l'épreuve phare des rallyes raids, c'était à l'époque le Paris-Dakar, puisque le Paris-Dakar se déroulait en Afrique. Oui, entre Paris et Dakar. Ensuite, il a émigré en Amérique latine, et ça s'est appelé le Dakar. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on est plus reparti dans les Émirats. Moyen-Orient. Ouais. Jean Todt, donc voilà, je dis ça me fait quelque chose de te recevoir. On a vu Alex dans mon bureau là qui est arrivé, qui t'a vu, qui m'a regardé dans les yeux, qui me dit mais c'est lui. Donc en effet, il y avait un petit effet sympa. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Jean ? Alors bien sûr, je m'appelle Jean Todt. Je suis né à Pierrefort dans le Cantal le 25 février 1946. Et puis, entre 66 et 81, j'ai été coéquipier de rallye. De 80 à 93, j'ai été le patron de la compétition chez Peugeot et ensuite chez PSA, Peugeot Citroën. Le 1er juillet 1993, j'ai été engagé par Ferrari pour m'occuper dans un premier temps de la Scuderia Ferrari, puis dans un deuxième temps de l'ensemble des activités de Ferrari comme chef exécutif. En 2009, j'ai quitté Ferrari et je me suis présenté aux élections à la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, où j'ai été élu. Pendant 12 ans, j'ai été président de la FIA, c'est-à-dire jusqu'au 17 décembre 2021. Depuis 2015, je suis envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière
dans le monde, qui est donc aujourd'hui une de mes occupations principales. Je suis également engagé dans d'autres domaines, puisque je suis avec un groupe d'amis le fondateur de l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui a commencé ses activités en 2011, qui est basé sur le site de la Pitié-Salpêtrière, où nous avons aujourd'hui plus de 700 chercheurs. Je suis également le président d'une fondation en Birmanie, qui s'appelle Aung San Suu Kyi Foundation, et ceci à travers l'intérêt qu'a manifesté ma femme pour la Birmanie après qu'elle ait fait un film avec Luc Besson qui s'appelle The Lady. Ta femme est malaisienne, hein, si je me trompe. Ma femme est absolument chinoise-malaisienne. Et puis, je suis impliqué dans d'autres actions. Enfin, je crois que c'est une première présentation qui devrait pouvoir suffire. Alors, figure-toi que ce dont j'aimerais parler, c'est justement de Pierre Feu à la présidence de la FIA. Et puis Pierre Faure, pardon, excuse-moi, Pierre Faure. À la présidence de la FIA, et puis tous ces leviers que tu as pu utiliser, ces apprentissages, enfin alors tu lui as dit coéquipier, copilote, c'est pareil ou c'est volontaire? C'est pareil. Copilote, coéquipier. Ouais. Co-driver. En anglais, on dit co-driver. Co-driver, ok. Ah, ce qui n'est pas pareil. Si, copilote, si, ça veut. J'ai cherché où était Pierre Faure. Et puis j'ai dézoomé, et puis dézoomé, et puis dézoomé, et il a fallu que je dézoome plusieurs fois avant de trouver une ville que je connaissais autour. Et donc c'est vraiment, une des grandes villes les plus proches, c'est Clermont, c'est ça? Il doit y avoir Saint-Flour. Ouais, c'est moins gros déjà. Oui, mais Clermont, c'est assez loin. Ouais, c'est 1h30, c'est ça, en voiture. À peu près. Alors que Saint-Flour, c'est plus proche. Il y a Chaudzeg, il y a également un petit village qui est connu, qui s'appelle L'Aïeul, connu pour les couteaux. Ouais. Et Pierre Faure, je suis né rue de la Tour, qui maintenant, il y a une vingtaine d'années, est devenue la rue Jean-Todt. C'est vrai? Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. T'en as d'autres ailleurs ou Non, déjà une. Il n'y avait pas vraiment de raison pour que... C'est déjà assez exceptionnel. C'est vrai. Qui est la rue de mon village où je suis né, qui porte mon nom. C'est extra. C'est extra, et c'est quand même quel parcours, parce que passer de Pierre Faure à déjà la présidence de Ferrari, la direction générale de Ferrari, puis ensuite de la FIA, c'est quand même assez inattendu. Mais même quand on suit tout ça, passer de copilote à des fonctions managériales dans une écurie, c'est pas souvent. Alors je crois que quand on regarde comment s'appelle-t-il le patron de Red Bull Racing, Christian Horner, il est passé quand même, il a essayé de piloter un peu tous les patrons d'écurie ont quand même plus ou moins un peu été dans des baquets à un moment. Non, pas vraiment. Il n'y a pas de généralité. Mais cela étant, il y a très peu de points communs entre être pilote ou être manager. Hein. Oui. C'est exactement pareil. Le fait d'être acteur ou chanteur signifie qu'on peut être également manager. Donc ce sont deux rôles différents, mais si ce n'est que, en ce qui me concerne, moi quand j'ai commencé ma carrière de copilote, eh bien, c'était passionné par la voiture, je voulais devenir un pilote. Et donc, j'ai commencé, et puis j'ai changé en cours de route. Et je me suis rendu compte que j'avais probablement des qualités qui me permettraient de devenir un patron d'équipe, donc un manager, un leader. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers la manière dont s'est développé également mon rôle de coéquipier, où j'ai voulu faire plus de choses. Et puis, c'est quelque chose qui s'est fait au fil des années. Donc, ça a été une évolution de carrière. Mais au départ, le fait, c'est souvent
la reconversion dans ce type de métier n'est pas obligatoirement évidente. Et on voit souvent, quand on parle de reconversion pour les sportifs, eh bien, il y a différentes options qui peuvent se dévoiler, mais qui ne marchent pas toujours. Et on peut avoir été un très grand sportif, un très grand champion, et je dis pas ça par rapport à moi, et avoir une reconversion plus difficile. Alors souvent dans certains domaines, le fait d'être un champion et d'avoir des gros succès dans sa carrière sportive, eh bien donne une certaine liberté et autonomie financière. Mais je dirais chaque cas est différent. Oui, il n'est pas Zinedine Zidane qui veut. Il n'y a pas de règle. Oui. Sachant c'est pas une université. Un directeur d'écurie, ou alors on dit une écurie, on dit pas une écurie dans le WRC ou avant, si c'est une. Je sais pas, mais enfin, c'est pas très important. Copilote, coéquipier ou. Oui, je joue sur les mots. C'est pas ce qui va nous amener bien loin. J'essaye de voir si j'utilise la bonne terminologie. Mais il gère de l'extra sportif beaucoup aussi. Je veux dire, quand tu diriges la Formule 1 de chez Ferrari, tu gères de la motorisation, des budgets. On gère une équipe. Ouais. On devient un chef d'entreprise. Et donc, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent être dans le digital, dans l'automobile, dans l'informatique, dans l'architecture. Mais donc, c'est gérer une entreprise. Et quand on parle d'une équipe de Formule 1 comme Ferrari, eh ben c'est une entreprise d'environ 1500 personnes. J'essaie de me projeter parce que quand tu vois par exemple dans le foot, tu vas avoir souvent, je prends un Jean-Michel Aulas, normalement il gère pas vraiment beaucoup de sportifs. T'as un directeur sportif et puis en dessous t'as un entraîneur et puis en dessous, tu vois ce que je veux dire, il fait quasiment, normal, je dis normalement parce que Aulas c'est un cas spécifique, mais que des affaires en fait entre guillemets. Alors je connais assez mal le football, si ce n'est que j'ai eu un lien avec le football, puisque à l'époque quand j'étais le patron des activités sportives de Peugeot, eh bien, je ne m'occupais pas uniquement de la compétition automobile, mais je m'occupais de tout ce qu'il y avait autour du sport dans le groupe, dont une équipe de football qui s'appelle le FC Sochaux. Oui, c'est ça. Qui depuis n'appartient plus à Peugeot. Et donc, à ce titre, eh bien, c'est moi qui supervisais les activités du FC Sochaux. Qui était en quelle division à cette époque? Qui était en première division. Ah oui. En première division. Ça rajoute une corde. Et donc, j'allais de temps en temps assister à un match de football, et le président Touzery, qui était un homme absolument formidable, et puis j'avais affaire à des entraîneurs Takak. Il y avait un centre de formation qui était également extrêmement performant. Ouais. Donc voilà, j'ai un petit souvenir autour du football, mais donc pour en revenir, je connais pas très bien le football, mais cela étant, les patrons d'équipe de football, eh bien, ils gèrent une entreprise. Ils gèrent une entreprise, ils représentent également leur équipe auprès des instances internationales, ils s'occupent d'avoir des contacts au niveau des sponsors, donc c'est eux qui coordonnent l'entreprise. Mais je crois que c'est pareil quand on est dans la mode. Il y a le directeur général d'une entreprise et puis c'est à lui de choisir les stylistes. Ouais, hein, bien sûr. Donc, comme dans chaque métier, il y en a d'autres, c'est de l'industriel, c'est des scientifiques, absolument, ça va être des ingénieurs, tu as raison. Et donc, le fait d'être le patron d'une équipe ou d'une entreprise, on est un généraliste. Et puis, on choisit les spécialistes. C'est une belle manière de le voir. Je voudrais faire un pas en avant avant de refaire un grand pas en arrière. Un pas en avant parce que j'ai une question à laquelle j'aimerais que tu me répondes juste pour comprendre et poser les bases. Tu étais président de la FIA pendant 11 ans 12. 12 ans. Ce sont des mandats de 4 ans.
maximum 3 mandats. Maximum 3, donc tu es allé au bout. Donc c'est moi qui avais fait changer les statuts, qui avait proposé ça à l'Assemblée Générale. D'accord. Parce que je trouve que c'est pas très sain de pouvoir rester d'une manière indéfinie dans un rôle. Donc je trouvais que... je croyais que tu avais rajouté de 2 à 3. Non, tu as fait indéfini à 3. D'accord, voilà. Très bien. Donc de l'inverse, j'allais me dire, on appelle ça une poutinade, mais non, tu as fait l'inverse de la poutinade. C'est pas du très bon esprit, ça. Non, c'était une blague. Mauvaise blague. Oh, c'est pas. La FIA... Alors avant, il y avait la FISA auquel tu as participé. La FIA, donc FISA, c'était Fédération internationale du sport automobile. La FIA, c'est Fédération internationale. Parce qu'en fait, il y avait deux instances cousines. Ouais. Il y avait la FISA et la FIA, la FISA Fédération internationale du sport automobile, ouais. Donc comme son nom l'indique, qui est concentrée sur les activités sportives, et la FIA, Fédération internationale automobile, c'était plus au niveau de la mobilité. Donc mobilité, c'était un lien avec les automobiles clubs. Et les automobiles clubs qui sont des organisations qui procurent des services aux utilisateurs de la route. Et donc, mais ça, ce n'est pas moi qui avais créé cette fusion. C'était mon prédécesseur, Max Mosley. Oui. Donc, la FIA et la FISA avaient... C'était UDI. Et il y a au sein de la FIA une partie sport et une partie mobilité, avec des fédérations sportives automobiles et également des automobiles clubs. Alors moi je l'ai toujours vu sous le prisme de la F1, donc fut un temps en effet Max Mosley, Bernie Ecclestone, alors tu me raconteras un peu les différentes, ça c'était plus la Formule 1 si je comprends bien, mais aujourd'hui, c'est vraiment très mondial ou c'est quand même plutôt européen, Asie? Les Américains, tout ce qui est IndyCar, NASCAR, etc., ont des relations ou dépendent de la FIA ou pas du tout? Non, alors uniquement les circuits sont homologués par la FIA. Par contre, Indy se déroule sur 2 types de circuits, des circuits routiers, donc qui sont eux homologués par la FIA, et des ovales, donc des ovales qui n'ont absolument aucun lien avec la FIA. Ce sont des championnats exclusivement organisés par les Américains. Et puis il y a également l'IMSA, qui est une discipline pour voitures de sport, également totalement américaine. Et il y a donc des championnats FIA, dont des championnats du monde. Principalement, ces championnats FIA, championnats du monde, il y a la Formule 1, il y a également la pyramide de la monoplace, Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule 4, karting. Tout ça, ce sont des championnats FIA. Il y a le championnat du monde de Formule E, Formule électrique, qui est un championnat que nous avions créé il y a quelques années. Et puis, il y a le championnat du monde des voitures de sport, le WEC, World Endurance Championship. Il y a ce que tu qualifiais de WRC, World Rally Championship. Et puis, il y a le championnat, il y a des championnats régionaux. Il y a le championnat du monde de rallycross. Il y a, et puis il y a d'autres championnats qui sont des championnats indépendants, comme le DTM par exemple, qui est un championnat de voitures tourisme, qui est devenu Grand Tourisme en Allemagne, qui est géré par un ancien pilote qui s'appelle Gerhard Berger. Mais disons qu'il y a des épreuves. Mais la FIA a toujours un rôle de régulateur et de législateur et s'occupe de tous les problèmes liés à la sécurité. D'accord. Il s'agit pas enfin, on parle beaucoup de sport auto. Il s'agit pas parce que Fédération internationale de l'automobile, dans le nom, l'acronyme, on pourrait penser que
c'est une forme de lobby aussi des. Enfin, je veux dire, tous les constructeurs automobiles en font partie plus ou moins, ou tous les Européens, ou on est vraiment plus sur là pour le coup aussi du sportif. Non, donc, la partie mobilité, je dis, sont les automobiles clubs. Donc les automobiles clubs, eux, leurs clients, ce sont les automobilistes. Oui. Non, mais ce sont les utilisateurs de la route, pour être plus précis. C'est-à-dire que membre d'un automobile club national, il peut y avoir un cycliste, un motocycliste, un piéton. D'accord. Donc c'est pas spécifique à un possesseur d'automobile. Et en fait, on lui procure des services. Et parfois, les lobbies qui sont engagés peuvent être, d'une certaine manière, en confrontation avec la position des constructeurs. Okay. Mais il y a au sein de la FIA ce qu'on appelle la commission des constructeurs, où les constructeurs sont représentés. Et c'est une commission qui est plus liée à informer, à faire participer les constructeurs dans le domaine de la compétition automobile. Mais il y a également, et ça c'est quelque chose que j'avais développé parce que je considère que les constructeurs devaient s'engager avec la FIA beaucoup plus en matière de sécurité routière. Parce que là, c'est une démarche qui est absolument commune. Parfois, il faut encourager les constructeurs à produire des voitures plus sûres en fonction des pays. Parce que un des problèmes qu'on rencontre, c'est que souvent des constructeurs produisent des voitures avec des caractéristiques différentes en fonction des pays où elles sont vendues. C'est-à-dire que, sans citer de marque précise, mais la plupart des marques, lorsqu'ils vendent une voiture dans l'Union européenne, par exemple, eh bien la voiture, elle a le même look, la même apparence, mais par contre, elle n'a pas la même technologie, elle n'a pas les mêmes paramètres de sécurité avec la voiture qui peut être vendue en Afrique, ou la voiture qui peut être vendue en Asie, ou la voiture qui peut être vendue en Amérique latine. Parce qu'elle doit répondre à des normes qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'éventuellement, souvent, les normes ne sont pas aussi exigeantes. Par exemple, le contrôle de stabilité électronique qui est obligatoire sur les voitures vendues dans l'Union européenne, eh bien, le contrôle de stabilité électronique n'est pas obligatoire dans les pays africains ou dans les pays d'Amérique latine. Et quand tu défends ça, toi, tu le fais sous ta casquette de l'ONU ou de la FIA ? C'est-à-dire qu'il y a un rôle de la FIA de dire, entre guillemets, d'emmerder un peu les constructeurs pour leur dire... Mais c'est pas les emmerder. Non. Demander aux constructeurs de vendre des voitures plus sûres, c'est pas les emmerder. Je sais pas s'ils le font pas, c'est qu'ils ont pas envie de le faire. Si je te dis pour des raisons de coût. Oui, c'est ça. Par contre, ça fait que les voitures sont moins sûres. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je te dis juste que. Non, mais donc justement, c'est très important ce fait, cette notion d'emmerder. Mais moi, si je te dis emmerder, c'est que en fait, s'ils le font pas, c'est qu'ils veulent baisser leur prix, augmenter. Ils en sont très conscients. Oui, mais c'est pas un truc inconscient. C'est plus pour toi, tu parles pour l'utilisateur de la voiture finalement. Mon rôle est de faire en sorte que les voitures ou les véhicules, que ce soit aussi des motos, les vélos, que ce soit des véhicules les plus sûrs possibles. Aujourd'hui, on parle de les patinettes électriques. C'est s'assurer que ce soit sûr. Aujourd'hui, une patinette électrique dans les villes, c'est une révolution extrêmement dangereuse. Oui. Parce que... je parlais avec un chirurgien récemment qui soignait des gens, il me dit c'est complètement dingue en fait ce qui se passe. Les utilisateurs, eh bien, ils les louent, ils montent à deux dessus, sans casque, sans protection, sans tenir compte des centres d'utilisation des rues. Donc, ça peut devenir extrêmement dangereux. C'est pour ça justement qu'on est souvent face à des accidents extrêmement sérieux. C'est alors maintenant, eh bien à l'époque, déjà j'ai tout le temps été intéressé par la sécurité. À commencer par la compétition automobile.
Et on voit que la sécurité en compétition automobile a progressé d'une manière fantastique. Ouais. Hein, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il faut toujours essayer de progresser. Mais tu vois, les accidents qui se passent tous les week-ends, très souvent, la plupart du temps, sans conséquences, ce qui n'était pas le cas. Avant, les accidents, c'était très souvent avec conséquences. Maintenant, c'est très souvent sans conséquences. Donc, ça veut dire qu'on apprend de ça. Et puis, à un moment donné, on dit, eh bien, si on a fait ça en compétition, il faudrait essayer de le transmettre sur la route. Donc, c'est devenu quelque chose qui m'a passionné, et c'est aussi un peu lié, on le disait en ouverture, à la création de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, hein, où j'ai eu le privilège d'être entouré de personnes extraordinaires, et je pense à mon ami le professeur Gérard Saillant, qui est un chirurgien orthopédiste, et qui m'a accompagné tout au long de ma vie, quand il y avait un problème. Pas pour moi, mais un problème quand je devais gérer des accidents pour l'équipe. Donc, à un moment donné, eh bien, j'ai considéré qu'il fallait qu'on s'intéresse également à une population plus courante. D'où mon intérêt pour la sécurité routière. Donc, c'est quelque chose que ensuite j'ai fait dans le cadre de mes fonctions au sein de la FIA. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à avoir des contacts avec les instances internationales, j'ai eu le privilège de connaître Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, et puis qui a aimé ma démarche et qui m'a nommé comme envoyé spécial en 2015. Donc, ça fera 7 ans dans quelques jours. Et puis, c'est une nomination qui est limitée dans le temps. Et puis, j'ai été régulièrement confirmé dans cette position. Et puis, plus récemment, avec le nouveau secrétaire général Antonio Gutiérrez. Et c'est une fonction que j'exerce toujours avec passion. Et donc je voyage beaucoup. J'étais récemment au Ghana, au Nigeria, pour rencontrer les gouvernements. La semaine dernière, j'étais également en Hongrie, et je ne cesse de voyager et puis de travailler avec les États membres pour qu'une plus grande attention soit portée à ce qui se passe sur la route, qui est... En fait, la route tue 1 300 000 personnes tous les ans. C'est la cause numéro 1 de mort pour les jeunes entre 5 et 29 ans. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Je suis d'accord. Mais j'ai peur, là, je suis d'accord. Non, justement, j'allais te demander comment... parce que comment on peut avoir de l'impact ? La question que je me pose, c'est... tu vois, quand tu parlais des trottinettes, je vais te parler aussi des vélos, et c'est très bien. Je pense que les vélos en ville, dans une ville comme Paris, il y a des endroits où, tu vois, il se trouve qu'on a un bureau à Tunis, le déplacement en vélo à Tunis sera beaucoup plus compliqué qu'à Paris, parce que c'est des distances beaucoup plus grandes, etc. Donc, à Paris, je trouve ça super. Et parce que là aussi, dans ces pays, eh bien, il y a moins d'éducation, il y a pratiquement pas d'application des lois, les véhicules sont beaucoup plus anciens. Oui. Les infrastructures routières sont mauvaises. La qualité des secours est nettement inférieure, ce qui veut dire que ce sont des utilisateurs de la route qui sont beaucoup plus vulnérables qu'en France. Mais tu vois, alors moi, je suis en scooter depuis 2001 dans Paris. Entre 2001 et 2007, je crois, j'ai conduit sur un 125 avec un permis auto. Quand j'ai passé mon permis moto en 2007, je me suis dit, mais je ne comprends pas comment j'ai pu conduire 6 ans sans ce permis, en fait. Tu vois, je me suis rendu compte de la sécurité que ça m'avait apporté sur les priorités à droite, sur les contrôles, regarder derrière, enfin les angles morts, etc. Enfin, même la maîtrise de mon véhicule, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement aberrant de laisser conduire des gens, des scooters qui n'ont pas
permis. Et en fait, quand tu vois aujourd'hui donc les trottinettes et par extension les vélos, des gens qui conduisent dans le même univers que moi en scooter, avec des voitures et qui font n'importe quoi. Et je dis pas que c'est tous, parce qu'il y a plein de vélos qui conduisent très bien. Je suis pas une espèce de vieux con à dire c'est pas bien, etc. J'ai juste qu'il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Tu te dis en fait la seule solution, c'est un permis. En fait, il faut que tout le monde ait un permis pour conduire, non ? Je veux dire une trottinette et un casque au moins. Enfin, juste. Alors, je le disais, éducation. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à un gamin de 12 ans d'avoir un permis pour conduire ton vélo. Donc, il y a des contraintes. Mais néanmoins, il faut être responsable. Donc, c'est vrai que un permis permet d'acquérir, en tout cas dans nos pays, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans des pays en voie de développement, où l'accès au permis est beaucoup plus facile. D'ailleurs, malheureusement, dans ces pays, beaucoup d'utilisateurs de véhicules, d'automobiles, de motos n'ont pas de permis, conduisent sans permis, conduisent sans assurance. Donc, ce sont des vrais problèmes que nous devons absolument affronter. Et là également, ça fait partie de mon rôle de travailler avec les gouvernements pour essayer de mettre en œuvre des programmes. Mais si on revient à des pays comme la France, eh bien c'est vrai qu'il y a dans les villes, puisqu'il y a plus de 50% de la population qui habite dans les villes, qui travaille dans les villes, eh bien il y a une révision de la culture à mettre en place en tenant compte justement des nouveaux moyens de se déplacer, que ce soit les vélos, que ce soit ces patinettes, et on en parlait avec les utilisateurs qui ne sont pas suffisamment vigilants. Et je dirais c'est bien d'avoir ce sentiment de liberté, mais le sentiment de liberté ne peut pas s'exercer sans tenir compte des autres utilisateurs qui sont vulnérables. Parce que sinon, l'autre extrême, c'est de supprimer les voitures. Une fois que tu n'as plus les voitures, tu as moins d'accidents. Oui, mais enfin, il faut essayer d'éviter les extrêmes. Tu auras toujours besoin de livraison. Donc, mais cela étant, il faut accepter qu'il y a une évolution. Il faut revoir également, il faut essayer de penser à toutes les congestions, le trafic, les embouteillages dans les villes qui provoquent également une pollution qui va devenir insoutenable. C'est d'ailleurs la raison, on parlait tout à l'heure de formule électrique, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer une discipline sportive avec des voitures électriques dans les villes pour encourager les gens à acheter une voiture électrique. Parce que la voiture électrique est particulièrement bien adaptée pour les villes. Pourquoi ? Parce que on sait que la voiture électrique est limitée en termes d'autonomie. Et puis, les temps de recharge sont importants. Alors que dans les villes, eh bien, on fait rarement plus de 50, 60 km par jour. Et puis, donc, ça veut dire que la charge de la batterie suffit largement. Et puis ensuite, on sait que pour recharger les batteries, ça prend un certain temps. Donc, aujourd'hui, il y a des aménagements qui sont mis à disposition, qui deviennent de plus en plus nombreux. Ça reste une des limites, c'est-à-dire que, alors je voudrais t'emmener sur autre chose et la voiture autonome aussi parce que tu as dû travailler là-dessus, mais une des limites que j'ai, c'est que donc moi j'ai une voiture hybride rechargeable, la recharger, bon dans Paris il y a des bornes, tu les trouves, mais dans mon parking il y en a pas et je saoule un peu le propriétaire de mon parking pour en faire et en fait il s'en fout. En fait déjà de l'avantage, c'est un bon choix, hybride. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a combustion et électrique. Mais quand je l'utilise, tu vois, et c'est là où j'ai presque convaincu, je crois, mes parents qui habitent en Corse, ils habitent j'exagère à peine en disant 15 km de tout le reste du monde, tu vois. Et finalement, quand j'arrive chez eux, pour eux, c'est aussi idéal, dans le sens où tu rentres, tu la mets en charge, et quand tu fais 15, 20, 30 km pour aller faire tes courses, sans parler de longue distance, bah finalement, quand je suis chez eux, j'utilise zéro essence, en fait, pendant des jours
jours, des semaines potentiellement. Donc c'est vrai que ça peut être adapté. Ce que je voulais te poser comme question par rapport à la sécurité, c'est que j'imagine que soit à l'ONU ou à la FIA, tu as aussi pas mal travaillé sur les problématiques de voitures autonomes. Alors, bon, dans la course, ça va être autre chose, mais d'ailleurs, il doit y avoir des tas de choses sur l'aide au pilotage, mais dans quelle mesure ça va pas révolutionner la sécurité, justement, dans les prochaines années? Alors, effectivement, les voitures autonomes seront beaucoup plus sûres, mais ça va passer par un certain nombre d'aménagements qui vont prendre beaucoup de temps. Alors, tout à l'heure, je donnais le nombre de victimes sur les routes dans le monde. 92% de ces chiffres, c'est dans les pays en voie de développement, où la moyenne d'âge des véhicules utilisés est autour de 20 et 30 ans. Donc, ça veut dire qu'avant de pouvoir penser avoir des voitures autonomes dans ces pays, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai fléau qu'il faut adresser très vite. Il ne faut pas attendre la voiture autonome. Donc c'est vrai que tous les pays dits développés, eh bien, auront à terme la voiture autonome. En ce qui me concerne, mais j'ai pas la baguette magique, je pense beaucoup au transport autonome. Ça, c'est quelque chose qui devrait arriver rapidement, sur des parcours extrêmement précis. Je pense aussi aux véhicules de transport autonomes pour faire les liaisons, les navettes dans des aéroports. Donc ça va arriver vite. La voiture autonome, même dans des pays développés, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais néanmoins, les voitures vont être équipées de dispositifs beaucoup plus sûrs et on le disait également, ça a commencé avec des contrôles de stabilité électronique, avec des appareillages électroniques qui aujourd'hui sont disponibles, qui donnent déjà une sécurité beaucoup plus grande aux utilisateurs de ces voitures. Si je reviens, alors je voulais parler un peu de tout ça pour voir un peu l'étendue de ce que une partie de l'étendue en tout cas de ce que tu gères, de tes problématiques quotidiennes en 2022. Si je reviens très très loin en arrière et que je parle de Pierre Faure et de la suite. On revient à Pierre Faure. Si jamais non, je voudrais comprendre comment tu passes de t'as fait une école de commerce, je crois, l'école des cadres. Qui est une école, moi j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'IPAG, qui est pas HEC, qui est pas dans l'élite. Comment tu passes de l'école des cadres à copilote à patron de Ferrari? Enfin, tout ça me semble assez irréel. Déjà, le première étape, c'est de l'école des cadres à copilote. Enfin, dans du WRC ou ce que c'était à l'époque, ça me semble assez improbable. Non, mais donc. Je fais des raccourcis, mais justement, je n'ai pas forcément le. Il y a des applications dans toutes les histoires. Depuis que je suis gamin, je suis passionné par la voiture. Donc, au départ, mon rêve, c'était de devenir un pilote. Et il est né où, ce rêve, tu sais? Pardon? Tu sais où est-ce qu'il est né, ce rêve? Non, je crois qu'il est né tout seul. Il est né tout seul. Mon père était médecin. Donc, il a commencé à exercer à Pierrefort. Ensuite, il est allé s'installer en région parisienne, à Besançon. Ok. Et donc, j'avais une sœur et nos parents voulaient nous faire une carrière, je dirais, un peu traditionnelle dans ce type de famille. D'ailleurs, ma sœur a passé son diplôme de pharmacien. Et puis, moi, compte tenu d'un intérêt limité que j'avais pour les études, j'avais un intérêt pour les domaines extrêmement concrets
les langues, les mathématiques, tout ça, parce que c'était quelque chose, je dirais, qui, à mes yeux, à tort ou à raison, et probablement plus à tort, eh bien, puisque je crois que c'est très important quand on fait des études de penser à la culture que ça peut apporter, aux connaissances globales que ça peut apporter. Moi, j'étais très pratique. Donc, mon objectif, c'était de devenir un pilote. Et l'objectif de mon père était de s'assurer que je sois capable de vivre à travers une profession plus classique pour lui. Donc, c'était médecin, architecte, avocat. Il essayait de te dissuader d'être pilote ? Bien sûr. C'est en quoi je comprends, parce que on le disait aussi, la compétition automobile était très dangereuse. Il n'avait pas envie de me perdre. Donc, j'ai fait des études qui n'étaient pas peut-être les plus gratifiantes, mais en tout cas, qui allaient me donner des bases. Et à côté de ça, eh bien, je voulais commencer à faire de la compétition. Et ce qui était le plus accessible pour moi, le plus rapide, qui ne générait pas un besoin de moyens financiers, eh bien, c'était de devenir coéquipier. Et puis, lorsque j'ai commencé à être coéquipier tout en faisant mes études, je pensais que ça serait une étape pour me permettre de devenir pilote. Et puis finalement, les choses ont évolué différemment. Je suis devenu un coéquipier avec une certaine réputation, une certaine demande. Et puis, je me suis dit que ce que j'apprenais était complémentaire de ce que j'avais appris pendant mes études secondaires ou pendant ma période à l'école des cadres, et que mon but devenait à ce moment-là de devenir patron d'équipe. Tu l'as compris en marchant. 66 et je me suis fixé une limite d'âge. C'est-à-dire que pour moi, je voulais être patron d'équipe au plus tard à 35 ans. Et sinon, j'aurais fait autre chose. Parce que tu étais jeune. Qui était jeune, pas vraiment. Pour être patron d'équipe, non ? Pas vraiment, non. Qui était un bon âge. Et il se trouve qu'à 35 ans, eh bien, j'ai été nommé patron de la compétition chez Peugeot, après avoir remporté le titre de champion du monde des constructeurs avec la Talbot Sunbeam Lotus avec Guy Fréquelin. Et en fait, l'objectif, c'était d'être patron d'une équipe de rallye afin de devenir champion du monde des constructeurs en tant que patron d'équipe. Et à l'époque, c'est Jean Boileau, le président d'Automobile Peugeot, et également Jean-Paul Parère, qui était le président du groupe PSA, qui m'ont donné cette chance. J'avais bien été supporté par quelques membres de la famille Peugeot, qui étaient très intéressés également par ce type d'actualité, notamment Jean-Philippe Peugeot. Et puis, d'ailleurs, tout ça sera expliqué parce que je prépare un livre. D'accord. Qui va sortir dans quelques mois. Ok. Qui sera édité par Assouline. Assouline, qui est un éditeur qui fait des très, très beaux livres. Et puis, également à travers un documentaire sur lequel on travaille avec Canal+. Donc ça va arriver dans quelques mois. Donc, j'en parlerai plus en détail. Bref, à 35 ans, j'ai été nommé patron de la compétition chez Peugeot. Ça correspondait également à la sortie de la 205 et avec Jean Boileau, eh bien, on avait imaginé de présenter simultanément la voiture qui allait être vendue par millions, la 205, et puis la voiture de rallye, la 205 Turbo 16. Et en fait... qui est un collector de ouf maintenant, la 205. T'en as pas ? T'en as une ?
Une 220 Ouais, Turbo t'as 16. des voitures, toi, du coup? Oui, j'imagine quelques-unes. Quelques voitures qui m'ont fait rêver, que bien sûr que j'ai pu les rassembler au fil des années. Mais toujours est-il que cette voiture s'est montrée extrêmement performante, puisqu'elle a gagné face aux plus grandes équipes à l'époque, Audi, Lancia. Et donc voilà comment c'est parti. Mais ça s'est pas fait avec une baguette magique. Non, bien sûr, mais ce qui est là-dedans notable, j'ai deux points sur lesquels comment tu vis de pas devenir pilote? Est-ce que c'est juste comme ça et point? Est-ce que c'est pas un rêve brisé à un moment? Et comment tu passes, j'ai deux questions en une, mais je pourrais revenir sur la deuxième, de copilote à... Enfin, quand tu es copilote et que tu passes à patron d'une écurie comme ça, tu passes de te gérer toi-même et ton pilote, enfin, à gérer plein de monde. Enfin, c'est pas simple, quoi. Alors, non, parce que déjà, justement, pendant ma carrière de copilote, qui avait été probablement plus riche qu'un copilote normal, j'avais eu des rôles de conseiller. Lorsque Peugeot avait commencé à se relancer dans l'aventure des rallyes africains, eh bien, j'avais un rôle de conseiller pour le patron à l'époque qui s'occupait de ce département. J'avais également, lorsqu'on avait fait avec Jean-Pierre Beltoise le Tour de France avec la Matra, j'avais participé à l'organisation. J'avais également été à l'origine de la participation des pilotes au sein de la commission des rallyes de la FISA. Donc, disons que, outre mon rôle de coéquipier traditionnel, eh bien, j'avais nettement élargi mon champ d'action, ce qui m'avait préparé à cette étape successive. Ça, t'as fait ça toute ta vie, en fait. Je veux dire, à chaque fois que t'as eu un job, j'ai l'impression, là, tu me dis, en fait, je regarde, parce que tous les trucs que t'as pas cités tout à l'heure dans les choses que tu fais, même aujourd'hui encore, de conseil d'administration, de plein de choses, t'as toujours, en fait, étendu un certain nombre de choses pour essayer de comprendre, non? Pourquoi t'as fait ça tout le temps? Non, étendu, je pense que j'ai un intérêt pour beaucoup de choses. Je suis engagé. Pardon? La curiosité? Non, engagé, passionné, attentif à ce qui se passe dans le monde, et puis d'une certaine manière, ayant eu une réussite probablement plus importante que la moyenne, et souvent la réussite c'est très, très égoïste, c'est très personnel, où c'est lié à une équipe, donc c'est beaucoup plus ciblé. C'est le fait de pouvoir donner quelque chose en retour et penser aux autres. Donc penser à la détresse qui existe dans le monde, penser justement à tellement de populations qui n'ont pas accès à la vaccination, au transport public, tout ça, et puis dire comment d'une certaine manière aider, contribuer. Alors, je dis ça avec beaucoup de pudeur, d'humilité, parce que beaucoup doit être fait, et on sait très bien que le monde vit des moments difficiles, mais ça a toujours vécu. Alors aujourd'hui, c'est plus proche de nous parce que on sait qu'il y a une guerre qui existe à nos frontières, à nos frontières. Mais des guerres dans le monde, il y en a beaucoup. Je parlais tout à l'heure de mon intérêt dans la fondation d'Aung San Suu Kyi en Birmanie, où les militaires ont pris le pouvoir et où elle est emprisonnée sans qu'on ait de nouvelles. Donc, malheureusement, ce sont des choses qui existent dans le monde et qui m'intéressent. Et d'une certaine manière, c'est un intérêt que je partage avec ma femme. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que dès le plus jeune âge, tu t'es intéressé à des choses autour. Il y a beaucoup de gens qui sont copilotes, puis qui sont copilotes, quoi, qui rentrent chez eux et qui regardent la télé. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que ce succès que tu as construit, s'est construit aussi en toujours allant chercher un peu plus loin. Alors là, je remarque que ce que tu nous échanges sur la
sécurité routière, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des endroits, et par extension, j'avais pas fait le lien, mais le cerveau et la moelle épinière, dans lesquels tu peux avoir, entre guillemets, de l'impact, parce que ce sont des secteurs que tu connais bien, et sur lesquels tu as une forme peut-être d'emprise sur un certain nombre de personnes, d'expérience, de notoriété, de poids. Mais j'ai l'impression d'emprise, plus que d'emprise, de l'influence. D'influence, tu as raison. Je reviens du coup sur cette période. Après, t'es parti chez. Non, tu m'as pas répondu. Ne pas être pilote, c'est un échec? Absolument pas. Non, c'est un changement de route. Un changement de route, mais à aucun moment j'ai le privilège d'avoir réussi, je dis avec beaucoup d'humilité, dans beaucoup de domaines dans lesquels je me suis engagé. Mais c'est vrai que si on devait réécrire l'histoire, peut-être qu'on écrirait certains chapitres un peu différemment, mais à aucun moment j'ai des regrets, Et encore une fois, tu as gagné des titres, des tas de courses. Ce que je veux dire, c'est que ce qui vaut mieux être Daniel Elena à côté de Sébastien Loeb ou rester pilote en Xème catégorie, la question se pose, de toute façon. Donc, je dis ça avec beaucoup de respect, c'est plus pour le savoir. Je crois que chaque cas est différent. D'ailleurs, c'est la beauté de la nature humaine. Il y a une population avec 8 milliards de personnes, il y a 8 milliards de prototypes, sans bien les connaître, puisqu'on sait très bien aujourd'hui, là aussi c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu s'engager avec l'ICM pour essayer de participer à mieux connaître le cerveau. Mais aujourd'hui, on sait, la planète entière, pendant 2 ans, a été terrorisé par le monstre du Covid. D'ailleurs, c'est absolument remarquable qu'aussi vite on ait trouvé un vaccin. Mais on sait que l'être humain, malgré tous les progrès remarquables qui ont été faits en médecine, il reste beaucoup de choses où il faut rechercher. Avant d'être immortel, de toute façon, on a encore du chemin. C'est sûr. Mais sans parler d'être immortel, oui. de bien vivre durablement. Et là, d'où l'ICM. L'ICM, aujourd'hui, la durée de la vie ne cesse d'augmenter, mais le problème, tant qu'on n'aura pas trouvé des remèdes pour des maladies comme Parkinson, Alzheimer, eh bien, on trouvera des gens qui vont devenir dépendants de la société, de leur famille, de leur environnement pendant beaucoup plus longtemps. Donc, ce sont des vrais problèmes sur lesquels il faut progresser. Ce qui est fou, avant de venir sur aussi ton épopée Ferrari, c'est que cet institut, tu l'as cofondé avec Michael Schumacher, je crois, avant son accident, c'est ça? Non, non. Ok. Là aussi, c'est un raccourci. Cet institut, il est né par ce lien qui existe entre Gérard Saillant et moi. Et puis ensuite, une équipe que je qualifierais de Dream Team a été créée. D'accord. Et au début, on avait besoin de financement pour commencer. Et j'en avais parlé à Michael. Michael, qui est un garçon extrêmement méfiant lorsqu'il s'engage. Et quand je lui en avais parlé, il m'a dit, si tu m'en parles, eh bien, je suis partant. Donc, il a fait partie de nos fondateur en tant que donateur. D'accord. Mais également en tant que figure de l'ICM. Et c'est évident que sans le support de quelques personnes comme lui, eh bien, aujourd'hui, l'ICM n'existerait pas. Alors, il y a un truc que tu nous as caché, en revanche, dans ta présentation tout à l'heure, que j'ai vu juste avant. C'est vraiment le dernier truc que j'ai découvert sur toi et Michael Schumacher, un autre lien que vous avez. C'est Astérix.
Mais là aussi, il y a une histoire. Ouais, bah tu vas me la raconter. Mais c'est extraordinaire. Je l'avais pas, soit je l'avais pas vue, soit je m'en souvenais pas. Mais alors, elle est extraordinaire cette vidéo. Tapez Jean Todt et Michael Schumacher Astérix. C'est un. J'ai un ami qui est producteur-réalisateur qui s'appelle Thomas Langman. Ouais, très bien. Un des grands français. Qui un jour vient me voir en me disant voilà, on aimerait donner à Michael et toi un rôle à jouer, votre rôle dans Astérix. Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Et puis, j'en ai parlé à Michael, j'en ai parlé à ma femme, qui est actrice. Et puis, on s'est dit que finalement, eh bien, c'était quelque chose qui pouvait nous intéresser parce que ça pouvait nous amuser, nous sortir un petit peu de notre cadre traditionnel. Et puis, si on pouvait le lier à quelque chose qui nous permettrait justement de faire avancer l'ICM au moment où on était en train de le mettre en place. Et donc, les deux conditions pour qu'on le fasse, c'était qu'on soit très bien payé, de manière à pouvoir donner ces gains au profit de l'ICM, et deux, qu'on puisse mettre le logo ICM sur le char, la voiture, et sur notre combinaison. Et Thomas Langman a accepté ces conditions. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à tourner pendant quelques jours pour Astérix. J'ai pu admirer cette prise de vue où tu prends le sable. Et puis comme peut-être ça. quelque chose aussi, c'est que Albert Uderzo était un ami. D'accord. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui était un dingue de Formule 1, un dingue de Ferrari, collectionneur également. Et puis ça lui faisait très plaisir qu'on le fasse. Et donc voilà, ce petit plan où on te découvre en reculant avec ta main dans le sable et ta petite queue de cheval avec Schumacher est assez extraordinaire. Cette épopée Ferrari est quand même un truc. Mais quand tu dis je ne l'ai pas présenté, je considère que c'était un moment amusant, différent, mais ça fait pas partie des chapitres de ma vie. Tu n'es pas acteur de profession, quoi. T'es arrivé chez Ferrari, alors si je lis, moi j'étais petit, je devais avoir 11 ans, 10-11 ans, donc je m'en rendais pas bien compte, mais quand je me renseigne, une écurie qui était quand même complètement à la ramasse, ouais. Je veux dire complètement en pièces depuis assez longtemps, pas de championnat du monde, depuis plus de 10 ans, etc. 79, donc mon année de naissance. Toi, t'es arrivé en 93, si je ne m'abuse. En fait, alors, est-ce que les moteurs, il y a des parties qui étaient plus faites par Ferrari, c'est ça à ce moment-là l'ensemble de la conception de la voiture était encore faite par Ferrari ou il y a des parties parce que non, là t'es en train de faire un petit mélange. Donc, ce que tu es en train de vouloir dire, c'est que le bureau d'études de Ferrari se trouve en Angleterre. Ouais. Parce que l'ingénieur en chef, John Barnard, qui avait été embauché, ne voulait pas venir travailler en Italie, ce qui était un des problèmes, parce que beaucoup de gens ne voulaient pas venir travailler en Italie, pour plusieurs raisons, parce que c'est vrai que Ferrari, l'usine, est située dans une petite ville de province à Maranello. Donc, surtout quand on fait appel à des étrangers, ils ont peur, ou leur famille ne les suivent pas volontiers à Maranello. Ce qui est une erreur d'ailleurs, parce que c'est une grande expérience de ma vie d'avoir passé 16 ans de ma vie à Maranello. Et puis également la pression qui est exercée pour tous les gens qui jouent un rôle chez Ferrari. Alors évidemment, la pression est à chaque fois plus forte en fonction de la responsabilité qu'on exerce. Bref, toujours, et d'ailleurs, c'était quelque chose qui, lorsqu'on m'a contacté, à l'époque, c'est Luca Di Montezemolo, qui était le président de Ferrari, qui m'avait contacté en 92. Eh bien, outre la surprise, et
j'en avais parlé à Alain Prost, d'ailleurs, qui, lui, avait passé quelques années comme pilote. Et j'avais dit, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit, n'y va pas, tu ne pourras pas y arriver, c'est impossible. Donc, évidemment, d'un côté, ça m'avait fait réfléchir. Mais le fait qu'il me dise que ce soit extrêmement difficile, voire peut-être impossible, c'est un challenge qui me va attirer. Et donc c'était difficile pour Ferrari comme décision de prendre un étranger qui n'avait pas d'expérience en Formule 1. Et c'était pour moi difficile de quitter un groupe où je m'étais fait une bonne place. Et de partir sans savoir justement ce qui allait se passer. Pourquoi ils t'ont choisi ? Ils m'ont choisi parce que déjà, ils avaient vu que depuis mon arrivée chez Peugeot en 81, on avait un petit palmarès, fait pas mal de choses, puisqu'on avait été engagé dans le championnat du monde des rallyes, on les avait tous gagnés. Ensuite, on a été engagé dans le Dakar, on les a tous gagnés. Après, on avait été engagé dans le championnat du monde des voitures de sport avec le 905. On avait également tout gagné. C'est vrai. Donc, d'une certaine manière, ça m'avait donné une certaine crédibilité. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de prétendants. Donc, d'une certaine manière, il prenait un risque, comme moi je prenais un risque. Et puis, il s'est avéré que ça a été une bonne décision de leur côté comme de la mienne, comme du mien. Et quand tu débarques donc à Maranello, ça doit quand même être assez vertigineux parce que, c'est quand même déjà tu prends des entreprises. Il y en a une qui fait des voitures grand public, une histoire très différente, à une entreprise qui est une sorte d'institution. Alors je pense que Ferrari l'est plus que Peugeot l'est en France, non ? Dans un pays avec une pression monstre. Toi, tu as une roadmap directe, tu dis j'arrive, c'est comme dans toutes les entreprises, toujours, non, je me donne 100 jours, et puis... Je savais que c'était différent. Alors, Peugeot est un constructeur généraliste, Ferrari est un constructeur élitiste. Et c'est vrai que en Italie, il y a une passion pour l'automobile, et puis il y a une passion encore plus forte pour ce que représente Ferrari, qui est un mythe. Pourquoi ? Parce que Ferrari a toujours produit des voitures qui sont des œuvres d'art, avec des volumes extrêmement faibles. Et puis, il y a toujours eu un lien avec la compétition automobile. D'ailleurs, chez Ferrari, il y a 2 structures indépendantes, mais qui sont considérées au même niveau. Ce qui s'appelle la gestion industrielle, qui fabrique les voitures, et puis la gestion sportive, qui s'occupe des voitures de course. C'est la Scuderia, ça ? Ou c'est la Scuderia. Voilà. La Scuderia fait partie de la gestion sportive. Et donc, une visibilité beaucoup plus forte et une attente beaucoup plus forte. Et on le voit bien récemment, depuis 2008, Ferrari n'a pas beaucoup gagné. Et puis cette année, avec Ferrari et Charles Leclerc, ils ont fait un début de saison absolument extraordinaire. Oui. Et d'un seul coup, il y a un intérêt incroyable qui revient, et une attente incroyable, parce qu'il y a tout le temps une attente. Donc, ça veut dire que la pression est beaucoup plus forte que dans n'importe quelle autre équipe. Quelle a été ta méthode ?
Est-ce que comment, si moi parce que tu vois, reprise d'entreprise c'est une forme de reprise d'entreprise. Comment t'arrives là et comment parce que si on doit le noter en prenant là, je vais te dire quelque chose de factuel. C'est peut-être pas toi le mieux placé, quoique, hein, pour me dire si c'est grâce ou avec toi, mais le temps où tu es allé chez Ferrari, au moment où tu en es parti, plus ou moins, au moins sur la partie sportive, un ou 2 ans près, vous avez tout gagné. Mais déjà, on n'a pas tout gagné tout de suite. Pas tout de suite, mais déjà, bon, ça a pris du temps. Ouais. Beaucoup de temps. Depuis qu'on est parti, ils n'ont rien gagné. Mais voilà, je voulais juste se positionner. Non, mais là, c'est un raccourci. Ouais, j'en fais beaucoup, semble-t-il. Donc, quand je suis rentré en juillet 93, il y a eu tout à reconstruire. Ça a pris du temps. Choisir les bonnes personnes. C'est quand on change quelque chose, changer ne suffit pas. Il faut mettre devant, est-ce que c'est un changement constructif ou pas? Si c'est un changement constructif, il faut changer. Si c'est changer pour changer, ça ne sert à rien. Donc c'était déjà remettre en place une structure compétitive. Et il y a un tel niveau de compétition que même si on a une structure compétitive, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Et je suis arrivé le 1er juillet 93, 94, 95, 96, ça a été de la restructuration. Et en 97, eh bien, on pouvait commencer à penser à prétendre gagner des championnats. Michael est arrivé en 96, et en 97, il a perdu à la dernière course. 98, perdu à la dernière course. 99, pilote perdu à la dernière course. C'est l'année d'ailleurs où il a vu l'accident à Silverstone. Mais néanmoins, on gagne le premier championnat du monde des constructeurs. Et puis ensuite, eh bien 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, on a été pratiquement imbattable, ce qui était extrêmement difficile. Mais c'est ce qui a construit un peu l'histoire de ce chapitre formidable. En 2005, c'est une année qui a été loupée, parce qu'on n'avait pas fait une bonne voiture, on n'avait pas non plus les bons pneumatiques. En 2006, Michael, c'est l'année où il s'arrête, perd à la dernière course également. 2007 arrive Kimi Raikkonen, qui est champion du monde. 2008, Felipe Massa perd à la dernière course au Brésil, face à Hamilton. Et néanmoins, on est champion du monde des constructeurs. Et puis, je suis parti en 2009. Et je ne suis pas le seul à être parti. Il y a un certain nombre d'autres personnes qui étaient des éléments extrêmement importants de Ferrari qui sont partis. Donc, c'est vrai que le niveau de Ferrari est retombé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, ce qui suffisait pour faire que Ferrari ne gagne pas. Ils ont perdu un certain nombre de championnats, vraiment, là aussi, à la dernière course. Et puis, d'autres équipes comme Red Bull, comme Mercedes sont arrivées extrêmement bien structurées, avec de bonnes équipes, de bons pilotes, et c'était qui ont gagné pendant cette période. Mais si je reviens sur les tout débuts de 93 à 97, tu vois, tu dis, enfin, avant même de gagner, il y a plusieurs fois où vous arrivez sur la dernière course, au pied de la place numéro 1. Qu'est-ce qui fait la différence entre une écurie que tu reprends qui gagne pas depuis 12-13 ans à une écurie qui est sur le chemin de la victoire? Est-ce que c'est juste du mindset ou Non, c'est reconstruire. Mais comment on reconstruit? Comment je reconstruis? C'est reconstruire, c'est déjà, je dirais, au niveau des infrastructures, au niveau des moyens à mettre en place dans ces nouvelles infrastructures, et puis les hommes. Les hommes, mettre c'est constructive change, changement constructif ou pas, et en mettant des gens qui vont apporter individuellement, puis globalement, leur talent, leur connaissance, et en faire là aussi, ce que je qualifiais d'une Dream Team.
Ce qui est très compliqué pour moi à voir, c'est comment, tu vois, dans ces années-là, vous montez. Alors moi, encore une fois, je voyais ça de très loin et je suis très amateur, hein, donc. Mais tu vois des Prost qui essayent de lancer eux-mêmes leurs propres écuries où en fait, je pensais que, enfin, je sais pas, tout le monde pensait que c'était le professeur, tout le monde pensait que ça allait cartonner et puis ça a pas marché. Et je trouve ça difficile de voir et de comprendre vu de l'extérieur. Dans le sportif, dans le moteur, dans l'aérodynamique, dans tout ça, comment Toto Wolff aujourd'hui gagne ou gagnait jusqu'à tous les ans. Mais justement, on a l'exemple, c'est qu'ils ont gagné pendant de nombreuses années, ils ont fait un travail absolument remarquable, et puis cette année, un nouveau règlement, ils sont moins bien, mais ils vont revenir. Mais ça montre justement la difficulté, justement, de ce qu'ils ont fait a été absolument remarquable sur la durée. Et c'est quelque chose d'extrêmement respectable. Mais c'est pas facile. On arrive à un tel niveau c'est de la chance aussi. Non. Alors, il y a tout le temps, dans la vie, il y a tout le temps il y a un destin qui peut être favorable ou défavorable, mais on récolte le fruit de son travail. Donc, la chance est un élément secondaire. Avant tout, il faut mettre les structures, les moyens, l'organisation, la détermination pour faire en sorte d'avoir une équipe qui fonctionne. Et ça, c'est valable, c'est pas uniquement valable dans la compétition automobile, c'est valable dans tous les domaines. Tout à l'heure, tu me parlais de football ou une organisation comme l'équipe que tu as mise en place. Eh bien, il faut jamais penser que les choses sont acquises. Donc, il faut tout le temps être capable de se remettre en question, d'avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de pudeur, et puis de se dire que seuls les médiocres ont atteint leur maximum. On peut toujours mieux faire. Mais par contre, ça use, ça fatigue, ça mange cette volonté de mieux faire. Tu crois pas au plafond de compétences? Non. Tu sais, dans certains business, on te dit il a atteint son niveau d'incompétence. Ça m'en fout, moi, mais quand tu mets quelqu'un. L'incompétence existe aussi, mais c'est pour ça qu'il faut déjà, il faut donner de la stabilité. Mais pour donner de la stabilité, il faut être sûr d'avoir la bonne équipe. Parce que donner de la stabilité avec une mauvaise équipe, eh ben, ça veut dire que c'est s'engager pour une période d'insuccès. Mais par contre, si on a créé la bonne équipe, eh bien, il faut lui donner le temps de faire les choses. On est dans un monde où de plus en plus on parle de gestion, de RSE, de bienveillance, de respect des collaborateurs, etc., dans l'entreprise. J'imagine que dans une écurie de Formule 1, alors je dis pas qu'on respecte pas, mais c'est quand même, je dirais pas la guerre, mais enfin, c'est très directif et très... ça se mène avec poigne, non? Ou je me trompe? Est-ce qu'on parle de communication non violente dans une écurie de Formule 1? Non, mais bien sûr. Merci, Juliette. Que il faut mener une équipe avec poigne, avec détermination et être soi-même un exemple. C'est-à-dire montrer soi-même qu'on est très engagé. Parce que si on demande aux autres de s'engager sans s'engager soi-même, on va pas aller très loin. Par contre, si on montre aux autres qu'on est extrêmement engagé, eh bien, ça motive. Et puis, ensuite, eh bien, si on veut attendre des autres, il faut les mettre dans une situation de confort, d'épanouissement, où ils ont vraiment envie de donner quelque chose. Et là, tout le monde, il faut que les pilotes aussi participent, parce que les pilotes, c'est un petit peu les héros de l'équipe. Donc, toute l'équipe a besoin de sentir que les pilotes sont autour de vous, sont là pour vous encourager, et puis finalement pour vivre l'histoire ensemble. Mais c'est pas, je répète, c'est pas propre à une équipe de course. C'est propre
à n'importe quelle entreprise. Est-ce que tu as développé une méthode Jean Todt au fur et à mesure de tes... tu vois, entre finalement Peugeot Talbot avec Ferrari, et ensuite peut-être même à la FIA, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, ok, ça c'est comme ça que je bosse, je te remercie, c'est l'heure du croissant. Parce que, enfin, sinon, moi, je vais te dire tout ce que tu as fait de l'un à l'autre. T'as 905, t'as 205, je vais dire WRC, c'était pas le cas, GTI, ou c'était, enfin, tout ça, en fait, t'as juste eu de la chance. Mais j'y crois pas, hein, soyons clairs. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as reproduit sur chacun de tes rôles, soit dans ton entourage Non, mais dans ma vie. Dans ta vie? Dans ma vie. Je suis quelqu'un de structuré, d'organisé, je pense de fiable, d'engagé. Donc, et où j'essaye de ne rien laisser au hasard et de m'entourer de gens qui ont la même culture, la même volonté. Donc, c'est indispensable. Il y a, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont laxistes en foot, qui d'ailleurs, parfois, je les envie, alors que c'est pas mon cas. Donc, je suis engagé à travers ce que je fais, responsable. Ce qui est très difficile pour moi, je me projette un peu, ayant eu, tu vois, Alain Ducasse, toi maintenant, sur ce podcast, plein de gens comme ça qui sont très très exigeants sur plein de choses, c'est de me dire, je sais pas, je vois un petit pied de caméra qui traîne derrière toi, j'aimerais qu'il traîne pas là-dessus, etc. Et il y a un moment, tu te dis, bon, ok, dans l'absolu, ce qu'on fait, c'est quand même bien. On a un des plus gros podcasts en France, on a des choses comme ça. Il faut choisir tes combats. Donc, faut pas être un fou furieux sur tout. Alors, c'est vrai, mais il faut mettre des priorités. À un moment donné, il faut que tout soit adressé. Donc, il faut faire un agenda avec, en fonction de la situation, il faut être capable de faire un inventaire de la situation. Et puis, en fonction de cet inventaire, de voir comment les choses se passent. Ça, là aussi, c'est valable dans tous les domaines. Et la créativité. Donc, le succès, c'est le résultat d'engagement, de créativité, de moyens à disposition également. T'es créatif, toi ? Assez, oui. Et j'aime bien écouter les créatifs, j'aime bien écouter je suis très attentif, j'aime bien écouter les gens. Ça me surprend, pardon. Je te voyais comme quelqu'un de plus une machine pragmatique à fond, etc. Donc, moi, en fait, tout à l'heure, je parlais de culture. Et ce que mon père a essayé de faire avec moi, j'ai essayé de le faire avec mon fils. Et j'ai eu plus de succès avec mon fils que mon père n'en a eu avec moi. Ton père, il t'a vu grandir, éclore. Mon père est mort malheureusement en 95, janvier 95. T'avais eu quelques succès. Donc j'avais eu quelques avec Peugeot. Mais avec Ferrari. Tu savais que t'avais pas raté ta vie quand même. Avec Ferrari, non, et surtout il était content. Pour lui, un grand moment, ça a été en 81 quand j'ai arrêté ma carrière de coéquipier parce qu'il avait très peur. Il te le disait ? Bien sûr. Et donc, 81, quand j'ai eu un job, je dirais, plus stable, moins dangereux, il a été content. T'as mis ton fils dans des cartes ? Absolument. J'ai tellement mis dans un kart qu'aujourd'hui, il a une usine de karting. Je sais qu'il est impliqué dedans, mais je savais pas qu'il lui-même... Mais mon fils voulait courir, et puis finalement, il a changé d'orientation. Je suis peut-être pas totalement étranger à ce changement d'orientation. Et puis, je suis fier de mon fils, parce que il fait quelque chose dans un domaine qu'il aime, qui est la compétition automobile. Alors là, contrairement à moi, peut-être que le fait d'avoir été, de m'avoir suivi, lui a donné le goût de la course, et puis ensuite des choix qui lui ont été plus personnels. Et aujourd'hui, il a porté des grands talents au plus haut niveau, dont Charles Leclerc, dont il est le manager, qu'il a pris en karting.
Un certain nombre, ouais. Tu peux être un bon père en étant 16, puis 20, puis 24 week-ends, plus même d'ailleurs, parce que les parents, enfin plus que week-end d'ailleurs. Quelle a été ta stratégie aussi là-dessus pour être un bon père? J'ai l'impression que vous avez une bonne relation avec... Ça, il faudrait... Mon fils Nicolas, Ouais. ça, il faudrait lui poser la question à lui. Je suis pas sûr qu'il dise que je suis un bon père. T'as essayé, j'imagine. Non, Mais en tout cas, j'adore mon fils. Je suis fier de mon fils. Mais je vais peut-être pas donné le temps qu'il aurait espéré avoir. Mais cela étant, effectivement, on est très proches, même si on est très indépendants l'un de l'autre par rapport à ce que nous faisons. Tu sais ne pas travailler? J'ai du mal. Alors, en fait, je suis paresseux de nature, mais engagé. Alors, comme j'ai tout le temps quelque chose à faire, et que je ne sais pas ne pas le faire, donc je travaille beaucoup. Même maintenant, depuis que j'ai quitté mon rôle au sein de la FIA, j'ai probablement donc toute cette partie de responsabilité qui n'existe plus, donc qui me laisse un peu plus de temps. Mais j'ai donné plus de temps à d'autres domaines dans lesquels je suis engagé. Donc je le disais, je travaille sur ce livre, sur ce documentaire, donc ça me prend du temps, des moments que je n'avais pas le temps de consacrer avant. Mais disons, c'est une vie qui me convient, parce que tout ce que je fais depuis maintenant 12 ans, je le fais à titre bénévole. Donc je fais pas ça pour gagner ma vie, mais je fais ça pour donner quelque chose en retour. Alors, j'ai cru voir ça, la FIA, c'est un rôle bénévole? Absolument. Tu t'es défrayé, quoi, mais pas payé. Enfin, pour faire tes déplacements et tout, évidemment. Sur des frais engagés Oui. Par rapport aux actions FIA. Donc, ça m'a surpris parce que, en fait, finalement, à un F près, c'est pas loin de la FIFA, qui est quand même vue comme une organisation tentaculaire, avec, alors, dans la même mesure, parce qu'il y a quand même les compétitions organisées, etc. Mais je pense pas que Infantino soit bénévole, si, ou je me trompe. Alors non, il n'est pas bénévole. On parle de grassement payé, hein, je crois, dans ces... Je me prononcerai pas là-dessus. Mais il y a des présidents de fédérations internationales qui sont rémunérés, d'autres qui ne sont pas rémunérés, certains qui sont rémunérés avec des plafonds, d'autres sans plafond. En ce qui concerne mon rôle à la FIA, je n'étais pas du tout rémunéré. Et la différence entre la FIFA, l'UEFA, le Comité olympique et la FIA, c'est que la FIA, elle, confie ses championnats à des promoteurs. Donc ce sont les promoteurs qui prennent les risques financiers. Formule 1, Formule électrique, endurance, rallye, karting. Ce sont des promoteurs distincts, des sociétés privées qui... Tout à l'heure, tu me parlais de Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, lui, gérait les droits commerciaux de la Formule 1 aujourd'hui, qui sont gérés par Liberty Media avec Stefano Domenicali, qui a travaillé avec moi chez Ferrari pendant 16 ans, qui est maintenant aujourd'hui le patron de la Formule 1. Donc, c'est Liberty Media, Formula One, qui gère la partie commerciale, financière de la Formule 1. L'autre partie étant le sportif. L'autre partie étant la partie dite de régulateur et de législateur. Ça, c'est la FIA. La FIA fait les règlements dans le cadre de l'accord Concorde existant et s'occupe de toute la partie sportive. Nomme
nomme les arbitres du sport. Ça, c'est le rôle de la FIA. Alors, je comprends que tu as une réserve, évidemment, et je suis pas là pour te faire balancer sur tes amis de la FIFA. Au contraire, c'est plus par rapport à la FIA que dans certains articles que j'ai pu lire sur la FIFA, je voyais que les organisations de Coupe du Monde ou de choses comme ça étaient rejetées par certains pays parce qu'en fait, en tout cas, mettons même plus largement, certaines grosses fédérations sont devenues des divas qui demandent des choses incroyables, des hôtels incroyables, des échanges avec des royautés, etc., etc. Toi, tu as fait attention à la FIA à pas devenir comme ça parce que c'est quand même des enjeux colossaux. Je veux dire, organiser un nouveau Grand Prix à Singapour, en Malaisie, à Abu Dhabi. Enfin, il y a eu énormément de changements pendant les années où tu étais président. Il y a des enjeux colossaux pour des constructeurs, pour des pays, pour des tas de gens. Tu arrives à rester un peu distant de ce genre de... Alors, ce sont deux fonctionnements complètement différents. Et franchement, je connais mal le fonctionnement de la FIFA ou de l'UEFA, si ce n'est que j'ai beaucoup de respect pour ce qui est fait. Et souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs. Compris. Donc, je me garderai bien de porter des jugements hâtifs. En ce qui concerne la FIA, eh bien, la FIA, comme je le disais, lorsqu'il y a un nouveau Grand Prix comme Singapour, ou comme l'Arabie Saoudite, ou comme là, récemment, il y aura Miami dans quelques semaines, on a annoncé Las Vegas en 2023 ou 2024. Ça, c'est le promoteur. Donc, c'est F1, c'est Formula One. Formula One, dont le propriétaire est Liberty Media. Le propriétaire des droits est Liberty Media, une société américaine qui prend les contacts avec le promoteur potentiel, qui discute des accords, et une fois que tout ceci est fait, c'est validé par la FIA, donc validé, ce qui est d'une certaine manière, c'est pratiquement mettre un tampon. Mais la FIA commence à intervenir pour le tracé. Donc, participe au tracé du circuit avec le promoteur national et dicte toutes les règles en matière de sécurité. Donc, c'est à ce moment-là que la FIA intervient. Mais le choix de l'épreuve, que ça concerne la ville et le pays, eh bien, est de la responsabilité du promoteur. Et il n'y a pas de travers notable là-dessus. Enfin, je sais pas. Je vois pas les travers. Non, sur justement les éléments qu'il pourrait y avoir. Jusqu'à présent, les épreuves qui sont proposées, ça a tout le temps été des épreuves, je dirais, qui ont été bien gérées. Oui. Alors parfois on peut discuter le lieu où ont lieu ces épreuves, parce que on peut parler de situations politiques, on peut parler, mais d'un autre côté, je considère que c'est aussi une opportunité pour ces pays et pour la population de ces pays d'avoir une vitrine où en fait on va pouvoir s'exprimer, sachant que d'une manière plus globale, le sport n'est pas là pour faire de la politique. Le sport est là pour faire un spectacle. Et le meilleur exemple là-dessus, notre exemple, c'est la manière dont est géré le mouvement olympique. Le mouvement olympique qui, au contraire, son rôle est un rôle de consolidateur, de paix. Et moi, j'ai un souvenir magnifique quand il y a eu les Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, où il y avait une équipe qui était unique, qui était la Corée du Sud, la Corée du Nord. Alors, malheureusement, parfois, ce n'est pas suffisamment durable,
mais ça peut donner une lueur d'espoir. Le mouvement olympique, qui est l'exemple, est un mouvement de paix. Tu as participé à l'éclosion de la Formule E, donc l'électrique. Quel est le... J'étais le créateur. Oui. Le créateur de la Formule E. À quel moment il y a une convergence ? Je veux dire, le futur de la Formule 1 et la Formule E, non ? Ou est-ce qu'il va y avoir... Non, ce sont deux disciplines fondamentalement différentes. La Formule 1 est une discipline que je qualifierais d'établie, avec les règlements qui n'ont cessé de se mettre au goût du jour. Avec de l'hybride désormais. Aussi bien au niveau de la sécurité qu'au niveau de la réglementation. Alors que la Formule électrique, ça voulait être une vitrine climatique. Dans la mesure où je souhaitais que plus de voitures électriques soient utilisées dans les villes. Et pour des raisons évidentes. Enfin, quand je dis je souhaitais, c'est les différentes personnes, les différents groupes avec qui j'en ai parlé. On veut qu'il y ait plus de voitures électriques dans les villes. Donc, pour susciter un intérêt, eh bien, on a créé cette discipline où on se dit, finalement, si des voitures de course sont capables de faire un tel spectacle sans avoir des conséquences en termes de pollution, eh bien, c'est quelque chose qui doit permettre de susciter un intérêt majeur pour acheter une voiture électrique ou un scooter électrique. En fait, tout ce qui est électrique pour utiliser dans les villes. Mais le sens de l'histoire fait qu'à ce moment-là, il y aura une Formule 1 électrique et une Formule E en parallèle ? Ou tu crois qu'il y aura toujours du thermique dans la Formule 1 ? Aujourd'hui, une Formule 1 électrique est impossible. Mais dans 10 ans ? Pourquoi ? Parce que ce sont des courses qui durent une heure et demie, avec donc 1 heure et demie de durée minimum, plus de 300 km, avec un poids limite qui néanmoins a augmenté, ce qui serait impossible avec une formule électrique. Aujourd'hui, les formules électriques, d'ailleurs, on a énormément progressé puisqu'on a commencé le championnat il y a 8 ans, et pour faire une course de 45 minutes, il fallait 2 voitures. Depuis l'année dernière, pour faire cette course de 45 minutes, il faut 1 voiture. Mais 45 minutes, donc la moitié d'une course de Formule 1, avec une moyenne largement inférieure. Donc ça veut dire que, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la technologie pour faire l'équivalent d'une course de Formule 1 avec une motorisation électrique. Il y a un truc notable dans la Formule E, alors tu m'expliquais, mais qui est quand même hallucinant quand tu vois les grands prix, c'est qu'on a l'impression que c'est des autotamponneuses, les trucs. Enfin, elles se touchent, mais beaucoup plus que les Formule 1. C'est surprenant quand tu as l'habitude de la Formule 1, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, quoi ? D'où ça sort ? C'est parce qu'au niveau sécurité, ça doit être un problème, non ? Ou... Alors ça, c'est un des côtés sympas de la Formule E. Souvent, on se plaint en Formule 1 qu'il n'y a pas assez de déplacement. Ah, là, c'est la baston. Hein. Qu'il n'y a pas assez de spectacle une fois que la course est lancée. Alors que en Formule 1, les voitures sont beaucoup plus proches parce que la définition aérodynamique de la voiture est différente. Donc, les voitures peuvent se suivre beaucoup plus facilement. D'ailleurs, le nouveau règlement Formule 1 cette année a permis aux voitures d'être beaucoup plus proches les unes des autres. Et souvent, un des problèmes de la Formule 1, c'est que l'effet aérodynamique empêchait aux voitures de se suivre. Et lorsqu'une voiture était trop proche, eh bien, ça créait une dégradation des pneus. Oui.
Donc ça, on avait travaillé justement pour améliorer cette situation. Et problème qui a été évité en Formule E et qui permet aux voitures de se suivre de beaucoup plus près. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais te poser 2-3 questions. Il y a deux points de détail sur lesquels je suis pas allé, notamment sur ton époque Scuderia et Ferrari. Quelle est la différence ? C'est quoi la différence Scuderia et Ferrari et Ferrari, pardon, et le sport. Et après, tu étais le président, directeur général de Ferrari. Et j'aimerais comprendre ce que c'est en fait. Et à quel point tu l'es resté combien ? 3 ou 4 ans ? 2004-2008. Ah ouais, 4 ans. T'as le temps sur 4 ans de produire un cycle de production de nouvelles voitures ? Est-ce qu'il y a une voiture qui est entière, c'est-à-dire de conception jusqu'à la sortie grand public ? Bien sûr. Alors, en gros, entre le moment où on parle d'une nouvelle voiture et le moment où elle sort, maintenant, c'est environ 3 ans. D'accord. Cela étant, j'étais au conseil d'administration de Ferrari bien avant 2004. Ce qui me permettait de participer à la stratégie plus globale de Ferrari. Mais la situation est simple, c'est que ma première partie les premières 10 années chez Ferrari, ma responsabilité, elle était exclusivement au niveau du sport, pas uniquement de la Formule 1. Et c'était également à l'époque, on avait Ferrari et Maserati. D'ailleurs, on avait produit à l'époque la Maserati MC12, qui avait été championne dans sa catégorie en endurance. D'accord. Et puis, on avait également des Ferrari en grand tourisme qui participaient aux différents championnats. Donc, mais t'es tous les week-ends dans le paddock, enfin tous les week-ends de Grand Prix dans le paddock de F1. Tu t'en loupes pas quand t'es à cette position-là. Ah, je n'en loupais pas un. Ce qui est d'ailleurs le cas toujours aujourd'hui. Je loupe pas un Grand Prix à la télévision. À la télévision. Depuis quand tu vas plus sur tous les Grands Prix ? Depuis que j'ai été administrateur délégué de Ferrari. D'accord. Disons qu'en 2008, j'allais plus sur tous les Grands Prix. Et c'est pas un truc de fou, ça. À la fin de ton année, où il y a des moments, t'es complètement, tu sais plus comment tu t'appelles, non ? Quand tu fais. Non, mais moi, j'ai toujours beaucoup voyagé dans ma vie. Mmh. En fait, la période de ma vie où j'ai le plus voyagé, c'est FIA et maintenant Nations Unies. Parce que d'une certaine manière, 21, 22, 23 Grands Prix, ça fait 21, 22, 23 week-ends. Alors que quand j'étais président de la FIA, j'avais beaucoup plus de week-ends, puisque je cumulais la présence dans des courses de Formule 1, dans des rallyes, dans différents événements. Et que, comme aujourd'hui, alors depuis la pandémie, on a voyagé un petit peu moins, tout en gardant quand même pas mal de déplacements. Mais souvent, je dis c'est un tel privilège de faire ce métier dans les conditions où les équipes de Formule 1 peuvent faire ce métier. Donc, participer à 23 Grands Prix, se déplacer sur 23 Grands Prix. Là aussi, quand on mesure la détresse qu'il y a dans une partie du monde, je crois que on ne va pas dire que c'est dur. Alors, c'est vrai qu'il y a un engagement total, mais c'est un engagement pour des privilégiés. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier la chance qu'on a d'être payé pour faire ce qu'on aime. Là, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses que j'aime. Mais t'es plus payé. Sans être payé. C'est déjà bien. Mais d'une certaine manière, peut-être plus besoin aussi. D'une certaine manière, ça veut dire que j'ai suffisamment bien gagné ma vie pour pouvoir me le permettre.
Donc, c'est quelque chose que je suis allé chercher tout seul, puisqu'on est parti de Pierrefort. Ouais. Mon père était médecin, mais n'avait pas de fortune. Et il est mort sans fortune, d'ailleurs, toujours. Alors que moi, au fil des années, j'ai pu me créer un certain patrimoine qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais donc, pour en revenir, il faut une implication totale, une motivation totale, qui parfois est douloureux, par la manière dont on est engagé, mais qui a un tel privilège, justement, de faire ce qu'on aime dans des conditions de confort formidables, quand on regarde ce qui se passe dans le monde. On parle beaucoup de santé mentale et de choses comme ça dans le sport. Tu t'es déjà senti, toi, proche burn-out ? Burn-out ? Ouais. Non. Il y a des moments où tu t'es dit, oula, je vais trop loin, il faut quand même que je me calme un peu ? Non, la raison principale pour laquelle j'ai voulu arrêter, c'est parce que j'en avais marre de souffrir. Souffrir comment ? Parce que son implication, sa volonté de réussir quelque chose... La charge mentale. Ça fait souffrir. T'en étais conscient ? Bien sûr. Et c'est une pression que je me mettais tous les jours. Le fait de vouloir être extrêmement compétitif, le fait de penser à chaque détail. Alors donc c'est aussi sûrement un peu dans ma nature, cette recherche permanente de la perfection qu'on n'atteint jamais. Mais cette recherche peut parfois être douloureuse. On vient sur la deuxième question et ta relation avec Michael Schumacher du passé. Je ne vais pas rentrer dans ça ne me regarde pas, et voilà, mais tu as bossé avec un des plus grands champions de tous les temps du sport automobile, en tout cas. Vous avez une relation particulière. Dans ce que tu dis là, cette exigence, vous étiez quand même plusieurs à vous monter le bourrichon, dans le bon sens du terme, hein, mais pour vous mettre une méga pression pour toujours être meilleur. On était plusieurs à partager déjà cette analyse. On sait que si on veut réussir, ça veut dire qu'il faut être engagé. Il faut être plein d'humilité. Il faut être capable de se remettre en question. Il faut avoir la peur de perdre. Tu sais te remettre en question ? Bien sûr. Je doute de mes capacités tous les jours. Tu as l'air très très sûr de toi, tu vois. Je veux dire, alors ça veut pas dire l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, l'un n'oppose pas l'autre, peut-être. Non, mais je suis, c'est peut-être une apparente, mais je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi. Je pense que on n'est pas infaillible. Donc au contraire, il faut être extrêmement pudique. Mais à côté de ça, il faut avoir... au fond de toi, il y a peut-être une leadership naturel. Le fait de contrôler les choses, de vouloir contrôler les choses, parfois trop. Mais donc c'est peut-être aussi une impression qui donne qu'on est sûr de soi, mais en tout cas qu'on aime bien contrôler les choses, être au-devant de ce qui peut se passer, contrôler. Donc je pense que entre contrôler et être sûr de soi, c'est différent, mais on aime bien contrôler les choses plutôt que d'être contrôlé par les événements. Donc là, c'est quelque chose qui est important. Pour revenir sur cette relation avec Michael Schumacher, qu'est-ce que avoir côtoyé un champion comme ça ? Alors vous étiez tous les deux finalement des champions dans votre catégorie, mais qu'est-ce qui fait la différence entre Schumacher et son coéquipier, entre Schumacher et tous les autres concurrents Non, pas tous. Il y a des là aussi, on sait très bien qu'en compétition automobile, justement, c'est tellement compétitif que si on veut gagner, il faut à tous les niveaux avoir les meilleurs, dont le pilote. Et le pilote, c'est probablement ce qui doit le plus. Mais le meilleur pilote, si tant est qu'il y a un meilleur pilote, si on lui donne pas la meilleure voiture, on le voit très bien cette année avec Hamilton. Hamilton, il a dominé
beaucoup de championnats, comme Michael d'ailleurs. Mais dès qu'ils n'ont plus la meilleure voiture, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il faut aligner les planètes, quoi. Et on l'a vu. Michael, d'ailleurs, quand il est arrivé chez nous en 96, il avait été champion du monde en 94, 95. 96, il est arrivé, il a gagné 3 courses. C'était pourtant le même. Peut-être encore plus motivé, mais il n'avait pas la meilleure voiture. Donc, il a fallu qu'il attende d'avoir la meilleure voiture, la meilleure équipe pour se mettre à gagner. Et puis, ça a pris un certain temps. Et puis, il a gagné. Ensuite, il s'est mis à être moins performant. C'était pas qu'il était moins performant lui, c'est qu'on lui donnait une voiture qui était moins performante, ce qui est le cas cette année d'Hamilton. Mais rien ne dit que dans une course, 2 courses, 3 courses, eh bien Mercedes ne lui redonnera pas la même voiture que les années précédentes, et puis qu'il se remette à être dominant. Aujourd'hui, on voit Leclerc, il est pas meilleur que l'année dernière. Il a une meilleure voiture que l'année dernière. Donc, il a de meilleurs résultats. Après, tu as quand même des pilotes qui font des erreurs manifestes, plusieurs Grands Prix, qui sont un peu moins bons par moment. C'est parce que c'est exactement ce que je disais. Il faut la meilleure voiture, la meilleure équipe, le meilleur pilote. Que les 3 soient réunis. Et puis parfois, un peu soupçon de chance. De bonne chance. Est-ce qu'il faut le meilleur pilote ou les meilleurs pilotes ? Est-ce qu'il faut les 2 meilleurs pilotes parmi dans ton équipe ou justement il ne faut pas trop parce que le deuxième... Moi, je serais favorable aux meilleurs. Il faut jamais, là aussi, dans la vie, il faut pas avoir peur d'avoir les meilleurs autour de soi. Au contraire, pour moi, c'est la différence d'un grand manager. Mais parce que ça pose problème, on l'a toujours vu dans les écuries. S'entourer des meilleurs et les gérer. Parce que si tu as 2 meilleurs pilotes qui se battent pour le championnat, ils risquent de laisser le troisième meilleur gagner, en fait. À un moment donné, ensuite, il faut faire des stratégies. Alors, les stratégies, ça ne plaît pas tout le temps à tout le monde. Mais il faut être capable de faire une stratégie en fonction de l'évolution des résultats. Quand tu as été chez Ferrari, c'est toujours Schumacher qui a gagné. Hein. Enfin, je veux dire, pas les courses, parce que c'était le meilleur. Parce que son copilote n'a jamais été meilleur que lui. Mais ils avaient tout le temps la même voiture. Oui. T'as eu des échecs dans ta vie ? Des gros échecs, des gros trucs qui piquent ? En fait, non, parce que des échecs, t'as perdu des courses. Je veux dire, le week-end après... Des échecs, des moments difficiles. On a tout le temps des moments difficiles. Des épreuves, des accidents. Des accidents quand je pense à l'accident de Harry Vatanen en 85 en Argentine. Donc cette lutte pour survivre, où d'un seul coup, eh bien la qualité du résultat sportif devient secondaire. Tu te sens responsable dans ces moments-là ? Non, pas responsable. Responsable d'affronter la situation, bien sûr. Responsable parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la direction des opérations. L'accident de Jackie X au Pharaon avec la voiture qui prend feu et son coéquipier qui ressort pas de la voiture. Enfin, donc ça, ce sont des épreuves, ce sont des moments difficiles, mais justement des enseignements aussi. Des enseignements et d'où peut-être aujourd'hui cette volonté d'être engagé dans des domaines différents. Quelles sont tes plus grandes fiertés, tes plus belles réussites selon toi ? Non, j'avoue que j'y pense pas vraiment à tout ça. J'ai plus belle réussite, c'est mon environnement, c'est d'avoir une femme qui fait une carrière magnifique, c'est d'avoir un fils qui fait une très, très belle carrière, et puis finalement d'être un petit peu le spectateur de tout ça. Donc je suis un privilégié, mais on aura entendu Jean-Todt être spectateur. Parfois, j'ai de connaître des gens formidables, d'avoir dans des domaines justement qui m'intéressent, et comme l'art contemporain, tout ça, d'avoir des
des amis que j'admire, que je respecte et passer un peu de temps avec eux. Mais et puis d'avoir fait un métier qui m'a passionné, dans un domaine qui me passionne toujours, et puis d'avoir laissé une petite trace. Tu as participé à cette expansion avec Netflix et tout ça, ou ça c'est plus justement du côté commercial? Non, ça c'est le côté commercial. C'est extraordinaire ça. Mais ouais. Où ils ont fait un travail remarquable, qui a été d'ailleurs un game changer pour l'intérêt que portent les Américains à la Formule 1 et les Américaines. Donc ça c'est ça a été vraiment mais d'ailleurs avec ces nouveaux moyens de communiquer, hein, il y a quelques années quand on parlait de Netflix, on n'était pas content en disant non, on va aller voir un film dans les cinémas, alors que aujourd'hui on a le cinéma at home en voyant toutes les dernières réalisations, donc c'était formidable, c'était une évolution du télévisuel absolument remarquable. Mais il y a plein de nouvelles technologies, d'informations, podcasts, hein, quelque chose de nouveau qui plaît. On parlait tout à l'heure Twitter, Instagram, donc c'est d'ailleurs extrêmement dangereux parce que aujourd'hui malheureusement les informations ne sont plus vérifiées. Donc ça veut dire qu'une fausse information peut devenir planétaire. Et puis une abondance d'informations, un tri à faire qui est... Donc ça veut dire qu'il y a des côtés fascinants, mais également préoccupants. Donc il faut être attentif. Si tu avais un livre à offrir à tout le monde, ou un livre à me conseiller, il y en aurait un que tu me recommanderais plus que tous les autres? Non, là, je vais être égoïste. Il faut peut-être le livre que j'ai fait, Des millions de vies à sauver sur les routes. Ouais. Hein, et si on peut sauver des vies sur les routes, là aujourd'hui c'est vraiment un combat qui m'est cher. Et j'ai écrit ce livre en 2020 à l'occasion de la réunion des États membres à Stockholm, où on parlait de sécurité routière. Et là, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Il va y avoir fin juin, début juillet à New York, tous les États membres qui vont participer à une grande conférence pour la sécurité routière dans le monde. Donc, pour moi, c'est très important de dire qu'on donne une vraie place à cette pandémie sur les routes. On a donné une place fort justement à un monstre qui est le Covid. On donne une place au changement climatique. On doit donner une place à ce qui se passe sur les routes. Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire ou que tout le monde peut faire facilement pour changer sur les routes? Enfin, est-ce que je sais pas s'il y a des choses qui te viennent en tête? C'est juste respecter le code de la route, point? Ou... Non. Alors déjà, tout dépend des pays. Mais je parle aux auditeurs français. En France, eh bien, clairement, c'est attacher votre ceinture de sécurité. Il y a encore des gens qui l'attachent à l'avant, à l'arrière. D'accord. C'est assurez-vous d'avoir un bon casque. Ouais. C'est respecter les vitesses. C'est ne buvez pas en conduisant. 0. Drogue également, 0. Et puis n'utilisez pas votre téléphone. Oh, le téléphone, la vache. Quand t'es en 2 roues dans Paris, enfin dans les grandes villes, mais c'est n'importe quoi. T'as l'impression que c'est 1 sur 3 qui est sur le téléphone en voiture. On va faire des progrès. Ouais. Et ensuite, quand on parle de ces faux combats de 90 ou 80, tout ça, ça veut rien dire, parce que la vitesse constante, entre être à 90 ou 80 sur 1 heure, ça va faire 5-6 minutes d'écart. Mais essayons d'améliorer les embouteillages dans les villes. C'est là où les podcasts... Aménageons les villes pour qu'il y ait moins de circulation, ou qu'il y ait une circulation plus fluide. Ça, c'est très important. Et ça, il faut en parler plus. On peut te suivre principalement sur Twitter, hein, où tu es très actif, engagé. C'est toi qui tweets sur ton compte? Alors, je le fais en équipe, avec mon équipe des Nations Unies. Ok. Alors, j'avoue que je suis pas très très bon sur tous ces nouveaux moyens de communication. Moi, j'ai cru te trouver sur Instagram. Je t'ai dit, il y a Jean Todt avec 16 000 followers, et tu me dis, c'est pas toi. Donc, on peut suivre ma femme sur Instagram, mais pas moi. Donc, j'alimente le Twitter, mais rien de ce qui apparaît sur Twitter n'est fait sans mon accord. D'accord.
Ok. Si tu avais l'occasion de retrouver le jeune Jean Todt, je sais pas, à Besançon, donc du coup pas à Pierrefort, mais je sais pas, avant tes études, et que tu pouvais lui glisser un mot à l'oreille, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah déjà, j'ai quand même pas mal de contacts avec Jean Todt, donc en fait, il se connaît bien, hein, et gardons les pieds sur terre. Il y a des moments où t'as pas gardé les pieds sur terre, toi? Je pense pas, mais parfois on dit il faut être attentif. Le comble de l'orgueil, c'est l'humilité. C'est vrai. Et ça doit pas être si simple quand on gagne aussi tout ça et que, enfin, même aussi les dorures de Ferrari ou de certaines maisons comme ça. Justement, il y a, tu vois, la réalité ressurgit, hein. Et justement, je parlais tout à l'heure de l'accident de Vatanen en Argentine, l'accident de Michael à Silverstone. Hein, où il est en bagarre pour le championnat du monde. À un moment donné, on s'en fout du championnat du monde. On dit qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait mal ou il s'est pas fait mal. Donc c'est cette attente qui est dure. Senna que t'as vécu sur les bords du circuit, j'imagine aussi. L'accident, absolument. Oui, justement, c'est ici que ça donne l'envie de rendre la compétition automobile plus sûre et de rendre les routes plus sûres. C'est un beau combat. Jean Todt, je te remercie beaucoup pour tout ça, pour ton temps qui est précieux et d'être venu à Paris aussi pour faire ça. Et puis, bah, écoute, on va garder ça en tête. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent en voiture, en moto potentiellement avec des écouteurs Bluetooth. Voilà, je reviens en effet sur le dernier point que tu dis sur le téléphone, le smartphone. C'est vraiment un fléau nouveau. L'attention. Ouais. L'attention. Important. La somnolence aussi. Les voitures nouvelles, mais ça tu le dis, ça marche pas que pour ceux qui ont la chance de pouvoir se payer des voitures nouvelles, te le font bien. C'est plus possible quasiment de somnoler. Enfin, t'as un volant qui te rappelle que tu somnoles. Mais ça c'est disponible aujourd'hui. Hallucinant. On n'a pas très bien. Et il faut souhaiter que tous les utilisateurs de la route auront accès le plus vite possible à ce type de technologie. Merci Jean Todt pour ces deux bonnes heures, 2 petites heures d'échange. Je suis ravi. Et puis je te souhaite plein de belles aventures encore parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore plein et je suis un peu je sais pas si je suis jaloux ou en tout cas inspiré par tout ça parce que je me dis qu'après avoir vécu tout ce que tout ce que tu as vécu, faut penser au nouveau chapitre. Prochain. Ouais. The best is to come. Et bravo à Cosa Vostra et longue vie à Cosa Vostra aussi. Merci Jean, merci beaucoup. Merci de ta disponibilité. Et puis merci à Laurence Fischer, que j'ai pas remercié tout à l'heure peut-être. Absolument, l'adorable Laurence Fischer. Voilà, que j'ai reçu sur ce ambassadeur podcast. Du sport auprès du ministère des Affaires étrangères. Exactement. Et qui fait beaucoup pour moi, Laurence, que j'admire aussi, que j'aime, que j'embrasse parce que elle a compris ce que je faisais avec Génération Do It Yourself. Et tu vois, tu parlais des sportifs et de l'après-sportif. Je sais qu'elle a beaucoup recommandé mon podcast à beaucoup de sportifs aussi parce qu'elle pense dans son rôle d'ambassadeur du sport à l'après-carrière pour beaucoup. Et je sais qu'elle recommande à des sportifs mon podcast pour s'ouvrir un peu les chakras et je trouve ça très cool. Et sans elle, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Exactement, puisque Laurence m'a donné le numéro de Jean et t'as dit qu'il fallait le faire et tu m'as dit je le fais pour Laurence. Donc merci Laurence Fischer, je vous recommande son épisode, c'est un des tout premiers qui est triple championne du monde de karaté, qui a fait énormément de choses dans sa vie et qui est une femme à la fois douce, intelligente et combative, quelque chose que j'aime sur Génération Do It Yourself. Merci à tous, bonne semaine. À la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself. Salut! Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans.
Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.